Qu'est-ce que ça? Alors, je présente maintenant Kostas Bakas, le conférencier de ce soir. Il est né en 1956, il est physicien, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de physique théorique de l'École normale supérieure. Il est rentré au CNRS en 1988, il a enseigné à l'École polytechnique et depuis 1998, il est directeur de recherche au laboratoire de physique théorique de l'École normale supérieure de Paris. Il enseigne aussi à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Il est bien évidemment spécialiste de la théorie des cordes et de la physique des particules, auteur de nombreux articles spécialisés dans des revues nationales et internationales. Je lui donne la parole pour une 50aine de minutes, ou un peu plus, et ensuite il se prêtera à répondre à vos questions. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que mon accent ne va pas obscurcir le contenu de la leçon que je vais essayer de dispenser ici. Je voudrais donc vous parler pendant ces 50 minutes de cette tentative des physiciens théoriciens d'unifier les 4 forces fondamentales, les interactions fortes, faibles, électromagnétiques et gravitationnelles. Les théories des cordes, parce qu'il s'agit de ça, la tentative donc c'est par l'intermédiaire des théories des cordes, ont été en fait proposées vers la fin des années 60 par Gabriele Veneziano et autres pour toute une autre raison. C'était en fait une proposition de décrire les interactions nucléaires ou fortes et plus spécialement une certaine espèce de particules instables qu'on appelle les mésons. Ils ont depuis changé de cap, si on peut dire, et aujourd'hui ils se proposent d'essayer donc d'unifier les 4 forces fondamentales dans une théorie unique et qui pourrait donc décrire la physique microscopique dans tous ses aspects. Je ne ferai pas ici dans cette leçon une revue historique du sujet de la théorie des cordes, mais je vais essayer plutôt de vous présenter les quelques idées qui ont fait que l'acheminement nous a conduits là. Et donc je vais reprendre les choses un peu en amont, au tout début du siècle dernier, c'est-à-dire durant les quelques 25 premières années du XXe siècle, comme vous le savez sans doute, il y a eu 2 grandes révolutions qui ont complètement modifié, radicalement modifié notre vision du monde. Il s'agit d'une part de la mécanique quantique et d'autre part du principe relativiste ou de ce qu'on appelle plus communément la théorie de la relativité restreinte. Alors, la mécanique quantique, ça fait un siècle maintenant qu'on la connaît, mais pourtant elle n'est toujours pas, si j'ose dire, rentrée dans les mœurs. C'est très difficile à digérer parce que c'est complètement contre notre intuition classique. La mécanique quantique propose entre autres ce fameux principe d'incertitude qui vous dit qu'au contraire de ce qui se passe dans le monde classique, où on peut imaginer qu'à la fois la position et la vitesse d'une particule soient mesurées avec une précision infinie, indéterminée, la mécanique quantique nous dit qu'il y a une incertitude intrinsèque mesurée par la constante de Planck, H ou H bar, et qui nous dit que l'erreur qu'on peut faire dans la mesure de la position delta x et l'erreur qu'on peut faire dans la mesure de la quantité de mouvement delta p, qui est égale à la masse de la particule fois la vitesse, est toujours supérieure ou égale à H bar. Ce principe d'incertitude conduit en fait de manière inéluctable au fait que les états de la matière sont aussi discrets. La matière au niveau continu, une particule au niveau continu, peut avoir un état continu, par exemple une vitesse qui varie de manière continuelle entre 0 et l'infini, et aussi une position. Les états de la matière quantique ne peuvent avoir que des états discrets, donc il y a un certain nombre d'états discrets, et ça c'est donc la deuxième grande leçon de la mécanique quantique. J'essaie un peu d'illustrer de manière, si je peux dire, artistique, la différence entre ce qui serait justement un monde classique et un monde quantique. Vous voyez que dans le monde classique, il y a en quelque sorte un nombre de pixels infini
il n'y a pas de limite dans le nombre de pixels d'une image, tandis que dans le monde quantique, il y a une limitation intrinsèque à la nature qui nous dit que le nombre de pixels d'une image ne peut pas dépasser une certaine résolution. Évidemment, il faut prendre ça avec un petit grain de sel. Il s'agit surtout de l'espace de phase, comme disent des physiciens, non pas de l'espace réel, mais l'image n'est pas trop loin de la vérité. Bien évidemment, les effets quantiques sont des effets complètement minuscules et négligeables dans la vie courante. Ça provient du fait que cette fameuse constante de Planck, H ou H bar, dans des unités courantes de la vie courante, c'est-à-dire des grammes, des centimètres ou des secondes, et ce nombre faramineusement petit qui a 25 zéros avant le premier nombre significatif. Ça veut dire, si vous voulez, en langage un peu plus parlant, que si vous avez une particule qui pèse, disons, 1 milligramme, et que si vous essayez de connaître sa position avec une précision de l'ordre du millimètre ou même du micron, d'essayer de la localiser vraiment beaucoup, vous faites une erreur dans sa position, il y a une incertitude de sa position qui ne dépasse pas quelques microns par millénaire. En fait, c'est de loin beaucoup plus petit que quelques microns par millénaire. Donc c'est pour dire que c'est des effets absolument minuscules et donc négligeables dans la vie courante, mais sans lesquels, il faut bien comprendre, on ne saurait pas répondre aux questions les plus banales et les plus élémentaires qu'on peut se poser au sujet de la matière. Par exemple, pourquoi la matière est-elle stable? Comme vous savez, dans la physique classique, quand vous avez un électron qui orbite autour des noyaux, il peut a priori rayonner de manière électromagnétique, il va donc s'accélérer et tomber dans le noyau et s'annihiler, et donc il n'y aurait pas d'atomes, il n'y aurait pas de molécules, il n'y aurait pas de la matière stable si la mécanique était classique. Une autre question que les physiciens du XIXe siècle ne se posaient même pas, c'est pourquoi est-ce que l'herbe est verte, ou pourquoi est-ce que le ciel est bleu, d'où provient la couleur des choses. De nouveau, on ne peut rien comprendre à cette question sans la mécanique quantique, qui nous dit que certaines fréquences ou longueurs d'onde de la lumière sont absorbées de manière préférentielle par certains matériaux. Ça, c'est donc la première évolution, la mécanique quantique. La deuxième, c'est le principe relativiste, qui nous dit donc que le temps lui-même, jusqu'alors considéré comme une quantité absolue, comme existant en dehors de tout le reste, que le temps donc est relatif. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait comprendre avec la petite animation que je vous montre ici. Supposez que vous avez une horloge qui consiste d'un faisceau lumineux, un laser par exemple, qui est pointé vers un miroir. Alors vous comptez le nombre de fois que la lumière fait des allers-retours, va au miroir et revient. Évidemment, si vous avez deux horloges comme ça au repos, l'une par rapport à l'autre, elles sont absolument synchronisées, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Donc deux horloges au repos sont synchronisées. Regardons maintenant ce qui va se passer si les deux horloges, une des deux, est en mouvement relatif par rapport à l'autre. Vous voyez, l'horloge de droite est en mouvement relatif. Du coup, la lumière voyage un peu plus loin afin d'arriver à la position du miroir et de revenir. Et donc, du coup, les deux horloges ne sont plus synchronisées. En fait, il y en a une, on pense, qui va plus vite que l'autre. Évidemment, ce qui rend ça possible, c'est qu'il y a une vitesse limite absolue qu'on ne peut pas dépasser, la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Et c'est le fait que cette vitesse de la lumière est la même que vous soyez ici dans cette salle, ou que vous montez sur un TGV, ou que vous allez monter dans un avion, elle ne change pas, malgré de nouveau notre intuition classique, que si on bouge, peut-être les choses vont aller plus vite ou moins vite. C'est ça qui fait donc qu'on doit abandonner le temps absolu, comme Einstein l'a proposé en 1905. De nouveau, rassurez-vous, il s'agit des effets complètement minuscules dans la vie quotidienne. Si par exemple vous faites un petit calcul, si vous passez votre vie entière dans un TGV, vous n'aurez en fait, en fin de compte, gagné qu'un tout petit milliseconde après une vie normale, disons, de 80 années. Ce qui, évidemment, ne va pas arranger le compte de la Sécu si c'est la solution qu'ils auraient proposée pour la longévité des citoyens.
Donc c'est des effets de nouveau complètement minuscules, mais qui pourtant ont modifié de nouveau de manière drastique notre manière de voir le monde et notamment le microcosme. Vous voyez que l'espace et le temps doivent être maintenant unifiés de la même manière qu'on est tous habitués au fait que le choix d'axes de coordonnées X, Y ou Z est une convention. Ça n'affecte en rien les processus physiques. Vous pouvez choisir un autre système d'axes, faire vos mesures, vous trouverez exactement les mêmes lois physiques. De même, maintenant, il faut ajouter une quatrième dimension, mais qui est une dimension temporelle, c'est le temps, où le temps fait la vitesse de la lumière. Il y a des rotations ou des transformations, comme on dit, de Lorentz, de Poincaré, des rotations de ces systèmes d'axes qui ne modifient en rien le processus physique et les lois de la nature. Donc l'espace et le temps sont unifiés, ainsi que l'énergie et la masse, avec la plus célèbre peut-être formule d'Einstein, E égale mc2, qui nous dit que l'énergie est la masse plus la quantité du mouvement au carré. Donc ce fut les deux grandes idées du début du siècle, ou presque, et le mariage de ces deux idées est peut-être un petit peu moins connu du grand public et un peu moins célébré, disons, dans les médias et les journaux. Pourtant, ça fut un mariage qui était très difficile, mais aussi très, très fécond. Ça occupait pour une bonne partie du XXe siècle certains des meilleurs esprits des physiciens du monde, et ça donnait lieu à ce qu'on appelle la théorie quantique des champs, ou la théorie quantique relativiste des champs. Qu'est-ce que c'est que cette théorie? En accord avec le principe relativiste, qui exclut toute action à distance, puisqu'il n'y a rien qui va plus vite que la lumière, on ne peut pas imaginer qu'il y a une action à distance qui est plus rapide que celle de la lumière. Donc, selon ce principe, les forces physiques doivent être décrites au niveau microscopique par un échange continu de particules messagères, comme dans un jeu incessant de ballons, si vous voulez. Donc, pour illustrer ce que je vais dire, par exemple, dans les interactions électromagnétiques correspondent aux échanges de particules de lumière qu'on appelle les photons. Et ceci donne lieu à ce qu'on appelle le diagramme de Feynman, du nom de Richard Feynman, physicien américain célèbre, et qui a donc le premier utilisé cette astuce d'écrire ce petit diagramme. Et ici, vous voyez un électron qui tourne autour d'un proton. Et en principe, classiquement, vous aurez dit que l'électron subit une force instantanée, donc tourne dans un potentiel coulombien central. Mais la théorie quantique des champs vous dit que ça, c'est une illusion. Si vous regardez de beaucoup plus près, l'électron échange continuellement des photons avec le noyau ou le proton, et c'est cet échange continu qui fait que les deux particules interagissent. Donc c'est un petit peu comme si vous avez deux joueurs ou deux raquettes, ici en l'occurrence, dans cette animation, qui échangent un ballon et qui donc reculent par le fait tout simplement de la conservation, si vous voulez, de l'impulsion, quand ils doivent envoyer le ballon à l'autre. Maintenant, je ne vais pas vous laisser avec l'impression que la théorie quantique des champs, c'est que des images et des diagrammes. C'est une théorie mathématique très précise et très complexe, selon le principe de la mécanique quantique, en fait, qui, malgré l'image floue du ballon que vous avez vue, est aussi une théorie aussi précise que la théorie classique. Selon la mécanique quantique, on doit abandonner l'idée de calculer donc les trajectoires classiques des choses, mais il faut plutôt calculer des amplitudes pour un processus donné. En prenant le carré des amplitudes, on trouve des probabilités pour que des choses se passent. Et la théorie quantique nous dit de manière très précise que pour faire ça, il suffit de sommer sur toutes les historiques possibles d'un événement qui va d'une situation A à une situation B, avec un poids qui est donné par l'exponentielle d'une action appelée l'action classique, divisé par cette fameuse constante de Planck H. Les probabilités donc des événements sont données par le carré de ces amplitudes. Et la QED, la théorie par excellence quantique des champs relativistes, celle qui décrit l'électrodynamique quantique, peut, par l'intermédiaire des diagrammes de Feynman, qui nous disent quels sont tous les processus possibles qui arrivent au même état final, donc vous commencez avec un électron et un proton, vous terminez avec un électron, un proton et un photon, vous dessinez tous les diagrammes possibles qui vous emmènent de l'état initial à l'état final,
Vous associez de cette manière une amplitude très précise, vous prenez le carré, vous avez là une probabilité pour que cet événement soit observé. Donc cette théorie est sans doute la théorie la plus précise des sciences exactes au jour d'aujourd'hui. Pour vous donner juste un exemple, si on mesure le moment magnétique de l'électron, c'est-à-dire en gros la correspondance entre le moment magnétique et son spin, son moment cinétique intrinsèque, vous voyez qu'on arrive à le mesurer et à le calculer en même temps, à le calculer théoriquement et à le confirmer expérimentalement, avec cette très très grande précision, l'erreur, la barre d'erreur ici, concernant tout simplement la toute dernière indice. Et le tout dernier, excusez-moi, nombre de le 7. Pour de nouveau vous donner un petit aperçu de ce que cette énorme précision correspond, à quoi ça correspond, c'est comme si vous savez calculer ab initio, avec des calculs purement théoriques, le nombre de grains dans une tonne de riz à un grain près. Précision extraordinaire. Ça, c'est donc l'électrodynamique quantique. Mais en plus de l'électrodynamique quantique et de l'électromagnétisme, il existe trois autres interactions fondamentales, comme j'ai dit au tout début. C'est les interactions fortes ou nucléaires, faibles et gravitationnelles. Les deux premières, les interactions fortes et faibles, sont transmises aussi par des particules de spin 1, comme le photon, très semblable au photon, c'est le même type de ballon, si vous voulez. Et elles sont décrites par des théories assez proches de la QED, même si je simplifie un peu, qu'on appelle les théories non abéliennes des jauges ou les théories de Yang-Mills. Le prix Nobel, comme vous savez, peut-être de l'année dernière, étant décerné justement aux trois physiciens qui ont compris le comportement de cette théorie aux très courtes distances. Voilà donc les quatre forces, ou plutôt les trois forces pour l'instant sur lesquelles je vais me concentrer. La force électromagnétique, son messager c'est le proton. La force électrofaible, ces messagers sont des particules lourdes de spin 1 qu'on appelle les bosons W et Z et qui ont été découverts et produites directement au CERN à Genève. Et les forces fortes ou nucléaires, celles qui sont responsables pour tenir les noyaux ensemble, donc responsables de l'énergie nucléaire, qui sont eux transmis par des particules de spin 1 de nouveau, qu'on appelle des gluons. Ces trois forces ensemble, donc les interactions électromagnétiques faibles et fortes, ainsi que toutes les particules de matière qui participent à ce jeu donc, de ballons, c'est-à-dire les trois familles de quarks et de leptons, le quark up and down, l'électron, le neutrino, ça c'est la première famille, et ensuite il y a deux autres plus lourdes. Donc, ce schéma-là, c'est un schéma théorique qu'on a appelé le modèle standard. On a mis du temps à le développer, mais le modèle standard aujourd'hui est validé avec une très grande précision par de nombreuses expériences terrestres ainsi que par de très nombreuses expériences astrophysiques. La seule raison empirique, si vous voulez, en oubliant tout le reste, la seule raison empirique qui nous oblige à considérer une extension du modèle standard, mais une extension plutôt mineure dans le sens des théoriciens, même si c'est une découverte très majeure évidemment, c'est les oscillations de neutrinos sur lesquelles ceux d'entre vous qui étaient ici hier avaient entendu un exposé. Donc les oscillations de neutrinos sortent du modèle standard, nous obligent à considérer des termes de masse pour le neutrino qui ne rentrent pas pour des raisons techniques que je ne vais pas vous expliquer dans le cadre du modèle standard. Mais c'est une extension, comme je dis, qui est importante mais pas révolutionnaire. En fait, ces modèles standards, si vous êtes aujourd'hui physicien théoricien et vous avez un certain souci d'économie, vous pouvez presque les résumer par une équation qui tient sur un simple ticket de métro. Vous voyez l'équation qui est là. Je simplifie un petit peu, mais parce qu'il y a beaucoup de notations cachées là-dedans. Mais en gros, les particules messagères de spin 1 sont là-dedans. Toute la matière, les quarks et les leptons sont là-dedans. Et la plus grosse partie de cette équation concerne une particule scalaire, pas encore découverte, mais qu'on espère on va voir dans 2 ou 3 ans au CERN, au LHC, qui s'appelle la particule de Higgs.
Donc, c'est un modèle qui, finalement, quand on le distille, est très simple, et c'est certainement un grand pas vers le rêve réductionniste qui a été énoncé de façon très claire par Einstein. Le test suprême du physicien, avait dit Einstein, est d'arriver à ces lois élémentaires et universelles de la nature, à partir desquelles on aurait pu construire le cosmos par un processus de déduction pure. Si vous voyez un énoncé magnifique de ce qu'on peut appeler le rêve ou le programme réductionniste. Donc vous pouvez dire alors que cherchent les théoriciens au juste. Ils ont cette magnifique théorie, ils peuvent calculer et expliquer à peu près tout. Pourquoi est-ce qu'ils insistent? Tout d'abord, évidemment, parce qu'ils veulent prendre le devant des expérimentateurs. Et ça a toujours été comme ça, et ce n'est pas différent aujourd'hui. Mais il y a des raisons un peu plus sérieuses. Le modèle standard contient tout d'abord un grand nombre de paramètres arbitraires. Les masses des particules, les constantes de couplage, c'est-à-dire les probabilités d'émettre un ballon dans cette image d'émission incessante de ballons par des particules, et certains autres paramètres un peu plus ésotériques qu'on appelle des angles de mélange qui ont aussi à voir avec les masses des particules. En gros, il y a une bonne vingtaine de paramètres dans ce modèle standard et ces 20 paramètres sont fixés de manière arbitraire par l'expérience. On mesure et on connaît la valeur de ces 20 paramètres. Maintenant, il faut bien voir qu'il y a une célèbre citation de von Neumann, un mathématicien qui, comme vous savez, a en partie inventé l'ordinateur, qui avait dit que si vous me donnez 4 paramètres, je peux vous décrire un éléphant. Si vous me donnez un 5e, je lui fais aussi bouger la queue. Bon, c'est un peu exagéré, mais il voulait dire qu'évidemment, quand vous avez beaucoup de paramètres, vous pouvez toujours arriver à une théorie, et la qualité de la théorie, en quelque sorte, est inversement proportionnelle au nombre de paramètres qu'elle utilise. Ceci dit, n'allez pas croire que le modèle standard est une théorie qui n'est pas économique. C'est assez extraordinaire qu'avec seulement 20 paramètres, à peu près tout ce qu'on a mesuré dans les accélérateurs, dans les étoiles, partout, peuvent être pris en compte et calculés sans déviation. Mais les physiciens aimeraient quand même comprendre l'origine de ces 20 paramètres et rendre la théorie, si possible, plus économe. Donc ça, c'est la deuxième raison. Mais il y a surtout et avant tout une troisième raison. C'est que le modèle standard n'incorpore pas la quatrième interaction, la force gravitationnelle, car la théorie des champs n'a pas réussi jusqu'ici, après plusieurs décennies d'efforts, à rendre compatible la mécanique quantique avec la relativité générale. Revenons un peu en arrière, donc, justement en 1916, à peu près en même temps que la révolution quantique fomentée, Einstein a proposé sa théorie de relativité générale et non pas restreinte. Cela, c'était en 1905. Dans cette théorie, l'espace-temps qui jusque-là était une arène figée, donnée de l'extérieur, est devenu tout d'un coup dynamique. L'espace-temps lui-même, il est déformé par la présence de corps massifs, et c'est ça qui explique l'attraction gravitationnelle entre les choses. Ça, c'est de nouveau décrit par une équation, une célèbre équation d'Einstein, qui vous dit comment exactement la courbure de l'espace-temps est déformée par la présence d'énergie et d'impulsion, c'est-à-dire de masse, mais vous pouvez le comprendre de manière un peu plus simple de nouveau, en imaginant une espèce de membrane, de trampoline, vous voyez, qui est plate. Maintenant, vous mettez un objet lourd au milieu, ou vous vous asseyez au milieu, évidemment, la membrane va se déformer en créant une bosse ici. Et si maintenant vous placez une petite balle quelque part, elle aura tendance à rouler vers vous. Mais c'est ça l'attraction gravitationnelle, c'est le fait que les choses roulent vers nous parce qu'on a déformé les fabriques de l'espace-temps localement, exactement comme quelqu'un de très lourd déforme donc cette membrane de trampolin. La force gravitationnelle est extrêmement faible. Si vous regardez 2 protons dans un noyau et vous regardez le rapport de la force de Newton à la force de Coulomb, elle est égale à 10 moins 38. 38 zéros avant d'avoir un 1. Et si la gravité, évidemment, domine à grande distance, c'est grâce à la neutralisation de toutes les autres forces,
pour des raisons variées un peu différentes. Les quarks sont confinés dans des baryons et des mésons, comme on appelle, donc ils sont neutres de couleur, comme on dit, à de plus grandes distances. La matière est neutre de charge, donc les forces électriques très rapidement décroissent aux grandes distances. Et finalement, l'interaction faible, qui est pourtant beaucoup plus forte que l'interaction gravitationnelle, a une durée courte parce que les ballons messagers sont massifs. Donc, dès que vous arrivez à des distances visibles ou à des distances encore plus astronomiques, c'est que la gravité qui reste, qui est résiduelle, et c'est ça qui fait qu'on peut l'observer, malgré sa faiblesse extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la gravité? Tout d'abord, on peut très bien imaginer et calculer des ondes gravitationnelles. Vous voyez que comme vous avez cette membrane, cette fabrique de l'espace-temps, qui peut se déformer, mais on peut imaginer un mouvement ondulatoire. On donne un petit coup ici, et il y a une propagation d'un signal, la membrane se déforme et se propage plus loin. Des ondes gravitationnelles. C'est donc les déformations ondulatoires de l'espace-temps qui sont prédites par la théorie d'Einstein. Comme la théorie est tellement faiblement interagissante, et comme les amplitudes de ces ondes sont aussi très très faibles, on n'arrive pas à détecter les ondes gravitationnelles. Il nous faut en fait des antennes gigantesques pour espérer de détecter l'émission d'ondes gravitationnelles, même provenant des événements les plus violents qu'il y ait dans l'univers, comme par exemple la coalescence de deux trous noirs. Donc juste pour vous donner une idée, voilà le détecteur LIGO aux États-Unis, LIGO comme on dirait en américain. Vous voyez que par rapport à une antenne radio, c'est monstrueux. C'est un truc de plusieurs kilomètres de long. Vous avez deux bras de plusieurs kilomètres de long. Il faut envoyer des faisceaux laser et par interférométrie essayer de mesurer les plus infinitésimales petites déformations de ces deux bras. Et tout ça pour essayer de détecter une onde gravitationnelle. Ceci dit, personne ne doute de l'existence d'ondes gravitationnelles et tout le monde espère que de nouveau, d'ici 1 ou 2 ans, on aura la confirmation précise expérimentale. Et du moment qu'il y a des ondes gravitationnelles, la théorie quantique nous dit qu'il y a aussi un quantum correspondant, un peu comme le photon et le quantum des ondes électromagnétiques, des ondes radio. Il y a un quantum de gravitation qu'on appelle le graviton. Or, c'est une particule qui est un peu à part, un peu différente de toutes les autres. Elle a aussi masse nulle comme le photon, mais elle a un spin plus grand. Elle tourne un peu plus vite, si vous voulez, autour d'elle-même. C'est une particule de spin 2. Bien évidemment, vu la faiblesse des interactions, personne ne se soucie des couplages de gravitons dans les accélérateurs d'aujourd'hui. Par exemple, on peut complètement les négliger. C'est une très bonne approximation, et d'où la très bonne précision que vous avez vue du modèle standard. Mais il y a une nouvelle donnée aussi pour le graviton, c'est que le graviton couple, comme la force gravitationnelle, non pas une charge électrique, mais à l'énergie, souvenez-vous, à la masse. Masse est égale à énergie, on a dit. La gravité couple à la masse, il couple à l'énergie. Si vous essayez d'approcher des distances de plus en plus petites, vous voyez, donc vous réduisez la distance ou la fréquence de vos ondes, par le principe d'incertitude, ça veut dire que vous connaissez de moins en moins bien les énergies ou les impulsions. Donc, du coup, ces interactions peuvent devenir importantes quand vous allez aux échelles de plus en plus petites. Tout simplement parce que la charge correspondante à leur couplage, c'est l'énergie ou la masse, et l'énergie ne peut pas être bien déterminée, définie, si vous voulez avoir une très grande résolution. Donc, ceci donne en fait une limite de longueur, qu'on appelle la longueur de Planck, à laquelle les forces gravitationnelles deviennent de nouveau fortes, en fait aussi fortes qu'elles dominent de nouveau toutes les autres forces. Donc si vous voulez, les forces gravitationnelles dominent l'infiniment grand, parce que les autres sont neutralisées, mais elles dominent aussi l'infiniment petit, tout simplement parce qu'elles ont cette propriété de coupler aux énergies, et la mécanique quantique nous dit que les énergies deviennent grandes aux courtes échelles. Évidemment, l'échelle de Planck est de nouveau une échelle infiniment petite, 10-33 cm. Pour vous donner une idée, les accélérateurs d'aujourd'hui, qui sont les microscopes les plus puissants qu'on a sous la main, ont une résolution de 10-16 cm. Et là, on parle de distances qui sont 10-33 cm. C'est une échelle infiniment petite, mais qui pourrait être en quelque sorte l'ultime frontière du microcosme.
Et ce qui fut le Holy Grail, comme disent les Américains des physiciens, pendant un long moment, c'était l'effort d'essayer de construire une théorie cohérente quantique de la gravité. Or, les outils mathématiques, la théorie quantique des champs, qui a si bien marché pour le modèle standard, ont complètement échoué. Et je ne pourrais pas trop vous donner les détails et le goût de ça. C'est des raisons qui nous semblent pour l'instant purement mathématiques, mais qui cachent sans doute une compréhension plus profonde qu'on n'a pas. Le très grand intérêt donc de la théorie des cordes fut justement de proposer une solution à ces conflits majeurs logiques entre la mécanique quantique d'une part et la relativité générale d'autre part, aux échelles les plus courtes. L'idée de départ de la théorie des cordes est très simple, on peut l'expliquer à l'école primaire presque. L'idée c'est de se dire que les particules élémentaires ne sont pas des points, il ne s'agit pas de points sans structure, mais c'est des minuscules cordes, des petites cordes, vous voyez, comme un petit ruban que vous pourrez avoir dans la poche. Une corde, à l'inverse d'un point, peut être munie d'un mouvement interne. S'il y avait une toute petite corde qui était à 2 km de vous, vous la verrez presque comme un point. Mais elle peut quand même tourner autour d'elle, vibrer, elle peut faire des tas de mouvements, tout en restant au repos par rapport à son centre de masse. Donc elle ne se déplace pas dans l'espace, elle est bien là, elle est au repos. Mais si on la regarde de très près, elle peut bien évidemment vibrer dans tous les sens, elle peut être munie d'un mouvement interne. La mécanique quantique nous dit que ces différents états de mouvement interne de la corde sont discrets, ils ne sont pas continus, on ne peut pas avoir un continuum d'états quantiques. Et donc ce n'est pas impossible de penser que ces différents états discrets d'une seule corde correspondent à tous les différents types de particules qu'on a observés. Donc vous avez une seule corde, elle vibre comme ça, ben c'est un électron, elle vibre comme ça, c'est un photon, elle vibre comme ça, et ça pourrait être par exemple un quark up. Ben, juste pour illustrer, donc voilà une corde ici, si vous voulez fermer, vous voyez, elle peut bouger, bon le dessin n'est pas génial, mais ça vous donne l'idée, donc elle peut bouger tout en restant immobile, tout en restant au repos par rapport à son centre de masse. Donc si on la voit de loin, elle ne bouge pas du tout, mais si on se rapproche, on voit qu'il y a un mouvement interne. Et pareil pour une corde ouverte, une petite corde ouverte peut aussi se déplacer, se bouger, etc. Et elle est munie d'un mouvement interne. Donc ça nous donne l'idée d'essayer de classifier les états de la corde et les particules élémentaires correspondantes en attribuant tout simplement l'énergie interne de mouvement à la masse de la particule, donc plus la corde vibre, plus la particule correspondante serait massive, son moment cinétique interne au spin, et finalement son impulsion dans des dimensions cachées, et je reviendrai à ça dans 5 minutes, à la charge électrique et aux autres charges. Donc, a priori, une possibilité extraordinaire d'unifier la matière et le rayonnement dans une seule corde. Mais ce n'est pas seulement qu'une seule corde peut unifier en principe ou peut proposer une unification de tout type de rayonnement et de matière. Elle unifie aussi le type d'interaction qui est possible dans cette théorie. Pour le comprendre, imaginez un petit peu comment peuvent interagir deux cordes. Vous voyez, vous avez deux cordes, elles arrivent l'une à côté de l'autre. Que peuvent-elles faire? Ben, elles peuvent se toucher à un point. Si elles se touchent à un point, elles peuvent s'ouvrir et former une seule corde. N'est-ce pas? Imaginez un processus continu où deux petits cordons comme ça, deux cordes, ils arrivent, ils se touchent à un point, et ensuite ils se cassent là, ils se réouvrent en une seule corde. C'est un peu ce qui est dessiné dans ce dessin ici. Vous voyez, le temps court de gauche à droite, les deux cordes arrivent à un certain point, elles se joignent et elles forment une seule corde. Comme les deux cordes se joignent à un point, elles ne peuvent pas, l'interaction étant ponctuelle, souvenez-vous que la relativité nous dit qu'il n'y a aucune action à grande distance, donc il y a une interaction à un point. Cette interaction ne peut pas connaître aucunement l'état entier de la corde. Il y a une grande corde là, elle peut vibrer, mais le fait que l'interaction ici ne connaît pas l'état de cette corde. Donc du coup, cette interaction est unique et paramétrée par une constante de couplage universelle. Pour
comprendre ce que je dis, comparez ça à ce qui se passe dans la physique des particules ponctuelles. Si vous avez un électron qui émet un photon et continue comme un électron, n'est-ce pas? Alors vous attribuez à ça une constante de couplage ou une probabilité, si vous voulez, que l'événement se passe, qui est alpha en l'occurrence, la constante de structure fine. Si par contre les particules, au lieu d'être des électrons et des photons, sont des quarks et des gluons, vous allez attribuer une autre constante. Si c'est un électron et un neutrino qui émet un boson W, alors vous attribuez une troisième constante. C'est ça la multiplication des paramètres, entre autres, qu'on voit dans le modèle standard. Or, la théorie des cordes a un seul paramètre, parce que le fait que la corde soit dans un état qui correspond à l'électron, au quark, ou au neutrino, ou au gamma, ou au W, n'intervient pas dans le processus d'interaction qui est purement ponctuel au point où les deux cordes se joignent et se rouvrent pour former une seule. Donc c'est une théorie d'une grande puissance unificatrice, mais ce qui a surtout émerveillé les physiciens, les théoriciens, c'est quand ils ont compris que les états de cette corde relativiste quantique incluent toujours, de manière inéluctable, un état sans masse de spin 2. Et qu'en plus les interactions de cette particule de masse 0 et de spin 2 sont exactement celles prédites par la théorie d'Einstein, au moins aux grandes distances ou aux basses énergies, et que finalement ces interactions n'avaient pas le même problème que la théorie d'Einstein, elles restaient consistantes, cohérentes aux très courtes échelles. C'est ce qui a poussé Joël Scherk de l'école normale et John Schwartz de Caltech en 1974 de proposer en fait la théorie des cordes, qui jusque-là, comme je dis, était développée comme une théorie des interactions fortes, comme une théorie unifiée de toutes les interactions fondamentales, y inclus de la gravité quantique. Malheureusement, Joël Scherk est décédé très jeune, c'était un des très grands physiciens de sa génération. Il aurait certainement énormément apporté plus s'il n'était pas décédé en 1980. Donc, la théorie des cordes comme théorie de gravité quantique est unificatrice. À partir de ce moment, il y a eu un cheminement d'idées qui est long, plein de rebondissements et de surprises et d'une certaine complexité mathématique. Je ne vais pas essayer ici de vous le décrire, ça ne servira pas, évidemment, dans une leçon comme ça, de grand public. Mais je voudrais juste vous dire 3 mots sur 3 ingrédients qui semblent absolument requis dans cette théorie pour qu'elle soit cohérente sur le plan mathématique. C'est la supersymétrie, les brane ou les membranes et les dimensions cachées de l'espace. Les dimensions cachées sont devenues presque les plus simples à expliquer. On est tous habitués maintenant à l'idée que peut-être le monde a plus que 3 plus une dimension, pourquoi pas 9 plus 1, comme disent les théories des cordes, ou même 10 plus 1, comme je vais mentionner dans une minute. L'idée remonte de nouveau au début du siècle dernier et revient à Kaluza et Klein, qui avaient, dans leur temps, cherché tout simplement à unifier 2 théories classiques, la relativité générale d'Einstein et la théorie d'électromagnétisme de Maxwell. Donc c'est la même idée qui revient ici, sauf que le nombre de dimensions dans la théorie des cordes est 10, 9 plus 1, et ce n'est plus un paramètre libre, car Kaluza et Klein auraient pu imaginer plusieurs dimensions cachées de l'univers. La théorie des cordes fixe leur nombre à être 9 d'espace et 1 de temps, en tout 10. Qu'est-ce que c'est qu'une dimension cachée? Mais vous voyez, ce n'est pas très difficile à le comprendre. Regardez tout d'abord ici un espace bidimensionnel, comme un plan ou une membrane. Il est paramétrisé par une coordonnée x, ici, et une autre coordonnée y, n'est-ce pas? On paramétrise le plan. Mais imaginons pour l'instant que la direction y est périodique. Elle est renfermée sur elle-même comme un petit cercle. Ça veut dire que si vous vous déplacez d'une distance totale de 2π fois un rayon r dans cette direction, mais vous revenez au même point du départ. Donc cette direction-là, c'est un cercle, ce n'est pas la ligne infinie. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous obtiendrez? Vous obtenez un cylindre, n'est-ce pas, la surface d'un cylindre. Il y a une dimension non compacte
grande, X, et une deuxième dimension qui, elle, est compacte, Y, et que vous voyez ici. C'est clair que une telle surface bidimensionnelle, avec une grande dimension et une petite dimension circulaire, peut vous paraître parfaitement unidimensionnelle si vous avez une résolution inadéquate, si vous avez tout simplement des instruments dont la résolution est beaucoup, beaucoup plus grande que le rayon R. On peut illustrer ça avec cette petite image d'un funambule. Vous voyez bien qu'un funambule, il a beau marcher sur un fil qui est bidimensionnel, il a quand même une certaine épaisseur, un rayon comme ça, ça lui importe très peu. Pour lui, le monde est purement unidimensionnel, il a intérêt à rester sur une ligne droite, parce qu'évidemment, son pied est beaucoup plus grand que le rayon du fil sur lequel il tient. Donc, dimension supplémentaire, comme je dis, c'est l'idée de Kaluza et Klein. Et si vous avez maintenant ces dimensions supplémentaires, évidemment, vos particules, vos cordes en l'occurrence, peuvent avoir une quantité de mouvement dans cette dimension supplémentaire, la quatrième ou la cinquième ou la sixième dimension de l'espace. Ils peuvent aussi s'enrouler autour de cette dimension. Une petite corde, vous voyez, peut s'enrouler 3 fois autour d'un cercle. Les deux quantités sont conservées. Toutes les interactions que vous pouvez imaginer, en principe, vont toujours conserver la quantité de mouvement et aussi le nombre d'enroulements de cordes dans cette direction espace. Donc voilà des candidates a priori données pour décrire la charge électrique, la charge faible et les couleurs des particules, c'est-à-dire le troisième type de nombre quantique qui nous manquait pour essayer de comprendre toute la variété de particules du modèle standard. Ça, c'était la dimension supplémentaire. La supersymétrie, qu'est-ce que c'est la supersymétrie? En des termes savants, c'est une symétrie qui relie des particules de spin entiers, comme les photons, tout ce qu'on appelle les bosons, aux particules de spin demi-entiers, comme l'électron, le quark, les particules qu'on appelle des fermions. Mais en réalité, en fait, il s'agit vraiment d'une nouvelle dimension cachée. Et c'est comme ça qu'on le comprend vraiment dans les théories de supergravité et de cordes. Sauf que cette autre dimension cachée est encore plus bizarre que celle que vous avez vue ici. Il s'agit d'une dimension purement quantique parce que les coordonnées le long de cette dimension sont des nombres qui anticommutent. C'est-à-dire que si vous les multipliez dans l'autre sens, ils ont un signe moins. Évidemment, si vous prenez 3 mètres fois 5 mètres ou 5 mètres fois 3 mètres, et vous les multipliez dans les deux sens, vous trouverez toujours 15 mètres carrés. Mais ici, dans cette nouvelle dimension, 3 fois 5 est égal à moins 5 fois 3. Donc c'est un peu bizarre. Mais ça a un parfait sens mathématique, et pas seulement c'est un sens mathématique parfait, mais c'est nécessaire de les inclure de nouveau, sinon ces théories ne sont pas des théories cohérentes de la gravité quantique. Troisième et dernier élément que je vous ai annoncé, le de Bragg. Bon, si vous étiez de nouveau pas physicien, quelqu'un d'extérieur, de naïf, aurait pu avoir posé une question très simple, mais vous nous parlez ici des cordes, finalement pourquoi pas de membrane? Du moment qu'on admet que les particules ponctuelles n'existent pas, qu'il y a une structure, pourquoi est-ce que vous insistez à prendre des choses unidimensionnelles, des petites cordes, non pas de membrane, ou même des petits volumes qui oscillent? Est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir des théories consistantes où les particules élémentaires seraient des membranes? De nouveau, les théoriciens ont longtemps joué avec cette idée jusqu'à ce qu'ils ont compris, dans le milieu des années 90, qu'en fait, les théories des cordes incluent aussi des objets étendus autres que les cordes et qu'il y a une certaine démocratie entre toutes les formes d'objets étendus. Donc ça a été de nouveau un peu difficile pour moi de vous expliquer, je vous donne juste les mots, mais on a trouvé qu'il y a des excitations non linéaires, un peu comme les ondes solitaires que vous pouvez trouver comme des espèces de tsunamis, pas tout à fait, des ondes solitaires, des excitations non linéaires dans cette théorie qui ont une extension spatiale plus qu'unidimensionnelle, 2 dimensions, 3 dimensions, jusqu'à 6 en fait. On a trouvé tout un tas de brins de ce type-là. Il n'est même pas exclu, même si c'est très spéculatif et il ne faut pas courir demain et croire que c'est vrai, que nous vivons sur une telle de 3 brins, que si notre monde nous semble tridimensionnel, c'est peut-être parce que nous sommes collés comme des petites cordes ouvertes, comme indiqué ici sur cette image,
sur une membrane qui a 3 dimensions et les dimensions transverses ne nous sont pas accessibles tout simplement parce qu'on ne peut pas se déplacer loin de ces mondes tridimensionnels. Ces membranes ont permis en fait, entre autres, de démontrer une chose qui pourrait être, vous pouvez dire, académique, mais qui a en quelque sorte réconforté de nouveau les théoriciens, c'est que cette théorie de gravité quantique proposée semble tout à fait unique. Vous voyez, jusqu'en 1995, il y avait 5 différentes théories de cordes, toutes cohérentes aussi bien l'une que l'autre. Il y avait aussi une supergravité, de nouveau écrite à l'école normale par Kramer, Julia et Scherk, à 11 dimensions, elle, qui n'était pas une théorie cohérente de la gravité, mais qui avait beaucoup de mérites par ailleurs, parce que notamment elle était finie, elle avait un meilleur comportement singulier aux très courtes distances. Ce qu'on a découvert, c'est que toutes ces théories semblent maintenant être la même. En fait, c'est des manifestations, des approximations duales de la même théorie, c'est-à-dire que dans une théorie, les cordes apparaissent comme des membranes et dans l'autre, les membranes apparaissent comme des cordes. Et ça dépend tout simplement de l'approximation qu'on a faite de la théorie pour voir comment décrire les choses. Comment une membrane peut devenir une corde, mais supposons qu'elle est enroulée justement autour d'une minuscule dimension supplémentaire, de telle sorte qu'on perd de vue son étendue supplémentaire, là elle devient une corde. Et c'est un peu ce qu'on a vu avec ces symétries de dualité. Mais pour terminer ce voyage un peu intellectuel ici, je voudrais vous dire qu'il y a eu aussi une autre raison, et que je ne vais pas tâcher d'expliquer ici, qui a énormément réconforté les théoriciens des cordes sur au moins la cohérence logique de ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que ces membranes ont permis pour la première fois de construire de vrais modèles microscopiques de trous noirs et de calculer de manière microscopique précise un phénomène qui était prédit par Stephen Hawking en 1974 et qui avait à l'époque étonné tout le monde, c'est-à-dire qu'un trou noir n'est pas complètement noir à cause des effets de mécanique quantique. Il peut rayonner avec un rayonnement extrêmement faible mais non nul et donc peut s'évaporer. Bon, je ne vais pas donc tâcher de vous expliquer ça, mais juste sur un plan artistique. Voilà comment un astrophysicien voit un trou noir et voilà comment un cordiste voit de nos jours un trou noir. Évidemment, il a pris un microscope de quelques 50 ou 60 ordres de grandeur. Donc lui, il voit des membranes et des cordes. Mais cette image complètement abstraite vous permet de calculer de manière très précise des propriétés quantiques des trous noirs qui par ailleurs on pense qu'ils sont correctes. J'arrive au dernier volet de l'exposé. Quelle confirmation expérimentale? C'est clair que ça doit être dans l'esprit de tout le monde et certainement de tous ceux qui travaillent sur ça. La théorie des cordes est une extension du modèle standard et de la relativité construite jusqu'à présent, surtout pour ne pas dire presque exclusivement, par raisonnement mathématique. C'est une situation assez nouvelle dans l'histoire des sciences où pendant une longue période, on n'a pas eu vraiment un guide empirique, autre évidemment que celui qui est résumé de manière magnifique par le modèle standard et la relativité générale. Elle prédit, on a vu, un grand nombre de phénomènes, de dimensions nouvelles, la supersymétrie, l'instabilité du proton, des tas de phénomènes nouvelles. Mais malheureusement, elle ne prédit pas, dans l'état actuel des choses, l'échelle d'énergie à laquelle ces phénomènes doivent impérativement se manifester. Pour quelle raison? Mais il y a une raison qui nous est apparente, c'est que tout simplement, on ne connaît que des approximations aux équations de théorie des cordes, on ne connaît pas les équations complètes. Et il se peut tout simplement qu'une fois qu'on aura les équations complètes, ça nous permettra de déterminer justement ces paramètres de masse ou d'échelle qui nous font défaut. Mais il y a aussi une autre possibilité, il ne faut pas la négliger. Il n'est pas impossible que certains de ces paramètres, comme les masses des quarks, des électrons et des autres leptons, ne sont pas caractéristiques de la théorie elle-même des cordes, mais de ses solutions. Vous voyez, imaginez un peu que vous essayez de déterminer la distance Terre-Soleil et vous avez sous la main seulement les équations de Newton et de Kepler. Mais il n'y a aucune chance que vous y arrivez parce qu'évidemment, la distance Terre-Soleil pourrait être plus grande ou plus petite
Et il y aurait parfaitement des orbites elliptiques en accord avec les équations de Kepler et rien n'aurait été catastrophique, sauf que nous, on aurait eu un peu plus chaud, un peu plus froid. Donc, c'est un exemple où les équations n'ont pas de paramètres, mais les solutions ont des paramètres. Ils sont calqués dans les conditions initiales, les conditions, si vous voulez, de la formation du système planétaire. On ne peut pas exclure donc que c'est pareil ici dans la théorie des cordes, c'est-à-dire que les équations, même une fois qu'on les connaîtra exactement, seront bien uniques, mais leurs solutions permettront beaucoup de différentes solutions et beaucoup de mondes différents et de lois de nature différentes. Ceci dit, pour ne pas vous dire qu'on est complètement sans aide empirique, selon l'hypothèse la plus plausible, les rayons de dimension cachée ainsi que les, ainsi que les tensions des cordes de De Broglie seraient très probablement tous proches de l'échelle de Planck, donc loin de tout accès direct pour les raisons que j'ai évoquées au début. Cette hypothèse, qui semble à l'heure actuelle la plus plausible, est soutenue par une remarquable coïncidence empirique, ce qu'on appelle l'unification des constantes de couplage. En gros, si vous regardez les 4 forces fondamentales, fortes, électrofaibles, donc électromagnétiques et faibles, et vous regardez les 3 constantes de couplage, donc ces probabilités d'émettre des électrons ou des gluons ou des W et Z. Donc vous les regardez comme on les mesure aujourd'hui aux accélérateurs de particules à une échelle qui est à peu près égale à 100 gigaélectronvolts. Et vous essayez de comprendre comment ils vont se comporter aux échelles de plus en plus courtes ou aux énergies de plus en plus grandes. Ça, on sait exactement le faire avec la théorie quantique des champs. C'est exactement le genre de choses que la théorie des champs nous permet de dire. Il y a un effet de polarisation ou de anti-décrontage ou de anti-écrontage, c'était ça le prix Nobel de l'année dernière que j'ai évoqué, qui nous permet de suivre la force effective donc, de couplage comme fonction d'énergie, ou plutôt plus précisément du logarithme de l'énergie. Alors, quand vous prenez les valeurs empiriques et vous les extrapolez comme ça, elles se réunissent tous en un point. 3 lignes n'ont aucune raison de se recouper en un point, donc ça veut dire quelque part que l'idée de l'unification est fort probable. Mais la théorie des cordes fait une prédiction supplémentaire, pas seulement que les interactions du modèle standard se réunissent, mais que aussi la force gravitationnelle se réunit au même point, puisque tout est unifié à l'échelle de Planck. Or, si vous extrapolez aussi la constante de couplage de Newton, ou la force gravitationnelle, vous voyez que sur un diagramme logarithmique, comme cette force est proportionnelle à la masse ou à l'énergie, elle croît exponentiellement. Donc, elle est ridiculement faible ici, mais tout d'un coup, elle se met à croître pour dépasser tout le monde. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est qu'elle se rejoint essentiellement au même point que les 3 autres forces. Donc, il y a au moins une prédiction précise de théorie des cordes, même si elle est très indirecte, qui semble être réconfortée par les mesures expérimentales. Elle nous dit qu'au lieu de 4 types de forces, il y a une seule, et qu'on peut comprendre donc ces 4 paramètres comme provenant d'un seul, et ça semble bien être en accord avec ce dessin que vous voyez là. Bien évidemment, il faut des observations, il faut des expériences. Et heureusement, il y a une nouvelle ère d'observation qui commence, qui a déjà commencé et qui va durer au moins une bonne dizaine d'années. Et il y a beaucoup de manières qu'on peut imaginer, autres donc que cette manière indirecte, d'avoir des surprises et ou même de tester les théories des cordes. Il y a tout d'abord le grand accélérateur de Genève où on espère trouver les Higgs et la supersymétrie. Il y a des tests de la force gravitationnelle au niveau submillimétrique ou au niveau du micron. De nouveau, on ne la connaît même pas là expérimentalement. Il y a des recherches pour trouver des cordes qui ont des dimensions cosmiques, donc qui traversent le cosmos et qui auraient donc, par leur effet purement gravitationnel et par un effet lentille, peuvent nous permettre de mesurer leur masse et leur position. Il y a des recherches pour les variations des constantes fondamentales, la désintégration du proton, etc., etc. Il y a tout un tas d'expériences qui, on espère tous, vont canaliser ces recherches qui ont été en grande partie jusqu'ici théoriques. Pour terminer, comme c'est l'année d'Einstein, on ne peut que revenir à lui, on aurait pu se demander que
aurait pensé Einstein de tout ça, en fait, s'il était aujourd'hui en vie? C'est pas facile à dire. Hein? Ce n'est pas facile parce que cette théorie est formulée de manière qui n'est pas entièrement géométrique. Mais en tout cas, son ami et collaborateur Pauli, Wolfgang Pauli, avait dit à un certain moment que si on avait pu présenter à Einstein une synthèse de sa relativité générale avec la mécanique quantique, alors les discussions avec lui auraient été considérablement plus faciles. Mais la théorie des cordes propose de faire ça. En tout cas, il y a une chose qui semble de plus en plus certaine, c'est que les clés de l'infiniment petit et aussi de l'infiniment grand semblent plus que jamais cachées derrière cette mystérieuse quatrième force qui est la force gravitationnelle. Évidemment, en la contemplant, on ne peut que se rappeler de la plus célèbre peut-être phrase d'Albert Einstein: la chose la plus incompréhensible dans le monde, c'est qu'il soit même un petit peu compréhensible. Donc je vais m'arrêter ici. Alors merci, et nous allons passer aux questions tout de suite. Je crois qu'il y en a une tout de suite ici. Si vous pouvez vous lever quand vous posez la question pour qu'on vous identifie. Alors c'est fort. Vous m'entendez bien? C'est bon. Vous me comprenez bien? D'accord. Alors, il a plu des cordes aujourd'hui, pas mal, hein, des cordes de connaissances dans notre savoir, et je voulais vous en remercier tout d'abord. Hein, je crois que les marins vont être déçus d'apprendre que leurs esquifs sont entourés de cordes, parce qu'ils n'aiment pas beaucoup ça. Mais la connaissance est ainsi faite que chaque fois qu'on veut l'approfondir un petit peu, chaque fois qu'elle donne des réponses aux questions, eh bien elle en pose tout un tas d'autres. Alors parmi celles-ci, j'aimerais vous en soumettre deux. Il s'agit d'Einstein et de Planck qui ont fourni à l'humanité les deux théories dont vous avez parlé, qui expliquent à peu près tout. Et en même temps, comme disait un autre moustachu qui ressemble à Einstein, Brassens, ils ont chassé les dieux du firmament et ils ont détruit certains vieux rêves de l'humanité, comme par exemple, je crois qu'il est impossible que le capitaine Kirk puisse aller se téléporter sur une autre planète, si on s'en tient au résultat de ces théories. Si vous pouvez Oui. poser une question. Alors, je vais essayer d'aller plus vite, je suis un peu ému. S'il vous plaît. Bon, par exemple, on n'a pas non plus le voyage dans le temps, ou bien on n'a pas non plus... bref. Bon, Alors, je voulais bref. savoir si la théorie des cordes peut permettre... Vraiment? Il faut que je m'assoie? Ah, c'est mieux comme ça? La question, s'il vous plaît. Je voudrais savoir si la théorie des cordes permet de ressusciter à quelque espoir à ce sujet, par exemple du voyage dans le temps, ou si on pouvait se balader dans l'hyperespace en déroulant par exemple une de ces petites dimensions qui sont cachées. Si vous voulez, si je Allez-y. me permets Merci, de dire on a bon, compris. C'est un débat qui sort du cadre de cette conférence. C'est le débat évidemment de la recherche fondamentale scientifique et de son intérêt pour la société. Donc je ne pense pas que c'est le moment où il faut qu'on débatte de ça, mais je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de bienfaits de la science aussi, et complètement inattendus, pendant au moins plusieurs siècles. Donc je pense qu'on peut le débattre si vous voulez après, mais ce n'est pas le moment d'avoir ce débat ici. Hein. Bonjour monsieur, je vous remercie beaucoup de votre conférence tout à fait éclairante et lumineuse. Je voudrais vous demander, vous n'en avez pas parlé, mais vous avez dit que nous étions peut-être collés sur une 3 Bran. Et est-ce que vos collègues américains Lisa Randall et Raman Sandrum, qui imaginent une 5e dimension étendue et de taille infinie, changent actuellement les données de théorie des cordes? Je sais qu'il y a vos collègues Pierre Binet-Truy, Cédric Dufayet et David Langlois qui s'y intéressent, mais certainement votre laboratoire aussi. Oui, donc en fait, l'idée est que notre univers est un univers branaire, comme on dit, que c'est une 3 Bran et que nous sommes collés dessus,
et comme je dis, n'est pas du tout exclu, il est permis dans cette théorie des cordes. Du moment que vous la prenez au sérieux, les membranes déforment localement de l'espace-temps, c'est comme dans le cas de la théorie d'Einstein. Et donc, en effet, il y aura une cosmologie primordiale qui est différente, c'est justement les études que vous avez mentionnées, Dimitrov, etc. Donc, tout ça, même si c'est très spéculatif, c'est logiquement possible. Juste une petite remarque, la dimension de Randall syndrome n'est pas infinie, en fait, elle est faussement infinie. Elle est vraiment compacte aussi, mais elle est, comme disent les Américains, warped, c'est-à-dire qu'il y a un facteur de distance qui change de manière très rapide au voisinage de cette membrane. Madame. Bonjour, monsieur. Oui. Est-on absolument certain aujourd'hui qu'aucune particule ne va pas plus vite que la vitesse de la lumière à ce jour? Vous savez, il n'y a jamais de certitude absolue dans les sciences. Et le jour où on trouve une particule qui va plus vite, on va devoir revoir tout ça. Mais ceci dit, pour l'instant, il n'y a aucune indication quelconque dans toutes les expériences que ceci est une possibilité à regarder sérieusement. Si j'ai bien entendu, vous avez dit que le nombre de dimensions serait de 9 plus 1. Est-ce que j'ai bien compris? Et est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Oui, il y a 9 dimensions. Il y aurait 9 dimensions d'espace et une du temps. Ça, c'est la prédiction des théories des cordes. Maintenant, j'ai mentionné à un certain moment 10 plus une dimension. Et alors ça, c'est une théorie qui pourrait être duale, équivalente, qui serait sans doute équivalente, mais qu'on connaît beaucoup moins bien. C'est une théorie de membrane. Elle est valable dans toute une autre limite des paramètres de cette théorie fondamentale qu'on appelle la théorie M, enfin c'est juste un nom. Et donc les deux théories pourraient être équivalentes. Il faut bien voir que ces notions de dimension et de géométrie sont quand même purement classiques. Vous voyez, on peut parler d'une dimension du moment qu'on peut étaler mètres ici, là et là. Quand on arrive dans le domaine du quantique, où il y a une espèce de fromage suisse, de trou noir, où l'espace-temps disparaît, la notion d'une dimension perd son sens. Et c'est un peu ce qui arrive dans cette théorie des cordes. Donc il n'y a que dans des limites ou des approximations classiques où on peut voir réapparaître des dimensions spatiales. Pour le temps, il n'y a pour l'instant aucune idée de comment le faire apparaître à partir d'un régime quantique. Lui, il est en quelque sorte toujours là et le même. Ici. Oui, merci pour la conférence. Donc ma question porte sur le boson de Higgs qui implique une rupture de symétrie et apparemment la théorie des cordes, elle, a besoin de la symétrie. Donc n'y a-t-il pas là quelque part quelque chose de bizarre? Et ma seconde question porte sur votre avis sur la théorie concurrente qui est le Loop Quantum Gravity, et notamment les théories autour des mousses de spin et autres éthers reconstitués, si je puis dire. Oui, ce qu'on appelle la loop quantum gravity est en effet la tentative de vraiment insister sur la théorie d'Einstein avec les moyens du bord, c'est-à-dire en gros en ne supposant rien de plus. C'est tout à fait valable, c'est une voie qui est valable et qui doit être poursuivie. Ceci dit, elle n'a pas beaucoup avancé depuis une bonne vingtaine d'années. Tandis que dans la théorie des cordes, on arrive à faire des choses, même s'il reste sur le plan intellectuel. On arrive à comprendre le rayonnement de Hawking, on arrive à mesurer l'entropie d'un trou noir et retrouver la formule de Bekenstein. On a finalement, comme je dis, cette remarquable observation empirique de l'unification des couplages. Donc, du moment qu'on n'est pas certain, il ne faut pas être dogmatique, il faut juste rester critique. Et c'est très bien qu'il y ait des gens qui regardent la loop quantum gravity. Je ne pense pas qu'elle est au même point d'avancement que la théorie des cordes actuellement. Excusez-moi, vous pouvez répéter la question? Oui, sur le boson de Higgs qui implique une rupture de symétrie, n'est-ce pas incompatible avec la théorie des cordes qui, elle, impose la symétrie? Oui, la symétrie dont vous faites mention, c'est la symétrie de jauge qui est en effet à la base du modèle standard. Est-ce que c'est de ça que vous parlez ou est-ce que... donc évidemment cette symétrie, bon je n'ai pas trop parlé, mais elle sort des théories des cordes, elle sort aussi des théories à la Kaluza-Klein. Ça fait juste partie des reparamétrisations, des recoordinations arbitraires de cet espace compact.
Donc c'est là-dedans. On n'a pas besoin de la mettre à la main. Il suffit de supposer qu'on a une théorie de relativité générale, le principe d'équivalence, à 10 dimensions, et toutes ces symétries, en gros, sauf les dualités, sortent automatiquement. Bonjour. Dans le cadre de la théorie des cordes, vous nous avez dit que le proton pourrait être instable. Alors, ma question, quelle est l'implication sur le devenir de la cosmologie et de notre univers s'il est instable, et qu'est-ce qu'on entend par instabilité? Ça veut dire que le proton aurait un temps de vie fini, sauf ce temps est tellement grand de nouveau, même avec les limites expérimentales d'aujourd'hui, n'est-ce pas, que ça dépasse largement l'âge de l'univers. Donc, si vous voulez, c'est théorique. Si vous avez un seul proton, il a une bonne chance de vivre pendant tout l'âge de l'univers. Si vous en avez une masse énorme, il y a peut-être un de temps à autre qui va se désintégrer. On essaye de mesurer ça, mais pour l'instant, les signaux sont négatifs. Donc, il y a juste des limites inférieures au temps de vie du proton. Tout d'abord, merci pour votre conférence. Je voudrais savoir, est-ce que la théorie des cordes actuellement englobe tout ce que fait la physique, ou est-ce qu'on doit imaginer que les manuels scolaires seront faits uniquement avec des cordes dans 10 ans? On peut l'imaginer, mais je ne sais pas si ça va être le cas. Il faut rester humble. Je pense que c'est une magnifique aventure intellectuelle. Elle reste tout à fait à être encore démontrée d'une manière un peu plus empirique. Et ensuite, enracinée peut-être dans nos livres scolaires. Ce n'est pas encore, à mon avis, mûr pour ça. Merci. Totalement ignorante, je me voudrais aussi innocente et donc sensible à l'émerveillement de cette théorie, comme souvent en astrophysique. Et je voudrais dire que un des avantages, une des beautés de cette science, et pas des moindres, est celle aussi de nous faire rêver. En regardant ce que vous venez de nous dire de façon un petit peu panoramique, je suis un petit peu frappée par cette répétition de moments où la science est en pleine désunification et puis une théorie d'unification arrive. À nouveau, une confrontation d'idées et à nouveau une unification. Donc il y a ce mouvement d'expansion et de retour vers une unité qui est quelque chose d'assez courant. Or, vous nous présentez là une théorie qui est assez prodigieuse si on inclut l'hypothèse de cordes cosmiques. Est-ce qu'on pourrait arriver jusqu'à l'idée d'avoir peut-être une théorie fractale de l'univers, avec peut-être à l'intérieur de ces cordes d'autres sous-particules ou d'autres sous-cordes ou d'autres dimensions? Merci. Oui, c'est clair que les théories des cordes proposent une hypothèse qui est très différente de l'hypothèse des poupées russes, qui jusque-là, en effet, marchait très bien dans le domaine microscopique, où chaque fois qu'on allait à des distances plus courtes, on trouvait une structure complètement nouvelle. La théorie des cordes semble proposer, mais on la comprend très mal, je répète, pour l'instant, que cette échelle de Planck est en quelque sorte vraiment une limite absolue, microscopique, et qu'en principe, il y aurait des cordes, mais des membranes, on ne sait pas trop, mais il y aurait des degrés de liberté, c'est comme ça que parlent les physiciens, et qui seraient en quelque sorte la description complète du microcosme. C'est de nouveau un espoir, il faut bien comprendre que tout ça c'est des espoirs et que les choses peuvent changer du jour au jour si demain on trouve des observations qui sont complètement différentes. Ici. Oui. Quelle interprétation la théorie des cordes donne-t-elle des corrélations EPR, si elle donne une interprétation? Ah oui, c'est une très bonne question. Vous savez, la théorie des cordes est une théorie en quelque part très conventionnelle et conservatrice. Elle propose de ne modifier nullement la mécanique quantique. Et donc, toutes les questions que vous aurez posées pour la mécanique quantique sont exactement les mêmes. Il n'y a rien de nouveau en théorie des cordes. Évidemment, on aurait pu espérer autrement. Hawking lui-même avait espéré autrement, que la gravité nous force d'abandonner la mécanique quantique pour une théorie différente, où les lois de la mécanique quantique ne seraient plus les mêmes. Donc, en quelque sorte, les théories des cordes ont pour l'instant pris un chemin conservateur.
On n'a pas besoin de faire autre chose que la mécanique quantique, quitte à lutter toujours avec les interprétations philosophiques plus qu'autres de la mécanique quantique. Il y a des gens qui pensent que dans un siècle, d'ici un siècle, ces questions vont disparaître, tout simplement parce que tous les manuels scolaires nous auront enraciné dans la tête la mécanique quantique plutôt que les concepts classiques. Et à ce moment-là, comme il n'y a aucun problème précis sur lequel on peut mettre le doigt, ces problèmes vont disparaître. Il n'y a aucune contradiction, si vous voulez, autre que des contradictions un peu philosophiques ou intellectuelles sur l'interprétation de ces expériences des pairs. On va prendre encore 2 questions, une ici et une en bas. D'après l'ensemble de votre exposé, il semblerait donc qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de contradiction entre la mécanique quantique et la relativité générale, parce que la mécanique quantique a été formalisée mathématiquement dans les années 23-27, elle était non relativiste. Et à partir des années 30 et après la guerre, la mécanique quantique est devenue relativiste. Alors aujourd'hui, où en est-on quant au rapport entre la relativité générale et la mécanique quantique, compte tenu de tout ce qu'on en sait aujourd'hui? Y a-t-il des contradictions aujourd'hui ou pas entre la relativité et la mécanique quantique? Voilà, au début du XXIe siècle. Donc, voilà, merci. Donc, il y a des limites où on peut comparer maintenant et voir qu'il n'y a pas de problème. Je mentionnais 2. On peut calculer ces amplitudes de Feynman, ces amplitudes perturbatives avec la théorie des cordes, et on ne trouve plus les infinités, les singularités, les termes infinis qu'on trouvait avant avec la théorie d'Einstein. On peut aussi regarder un trou noir, et ça c'est un test très différent, parce que de nouveau il faut voir que cette physique des trous noirs quantiques a été développée sans la théorie des cordes pendant une bonne vingtaine d'années, avec des arguments intuitifs, thermodynamiques et autres. Donc les théoriciens des cordes ne l'ont pas inventé. Ils l'ont juste confirmé avec des modèles qui sont venus de manière complètement étrange par l'intermédiaire de ces Debrane qui sont apparus en 1995. Donc là, on a pu comparer, c'est cohérent. Mais on ne peut pas évidemment calculer des choses comme les premières millisecondes ou microsecondes de l'univers. Près du Big Bang, on ne sait pas ce qui se passe, ni dans la théorie des cordes, ni dans la théorie d'Einstein, ni dans aucune théorie actuelle. Donc il y a peut-être aussi des contradictions encore qu'on ne connaît pas. Une dernière question. L'intrication est quand même un peu en contradiction parce qu'on y a 2 photons qui sont éloignés de plusieurs mètres ou même kilomètres. Alors je n'ai pas le vocabulaire correct, mais il y a quand même une influence de l'un sur l'autre parce qu'on estime qu'ils ne font qu'un. Et d'ailleurs, ça choquait profondément Einstein. Alors la question, si vous voulez, bon, je suis un géophysicien, je ne suis pas du tout un microphysicien, mais j'ai l'impression que si l'on suppose que les 2 photons ont des probabilités invariantes par rotation, eh bien à ce moment-là, on peut expliquer les relations des mesures d'aspect. Mais à ce moment-là, le raisonnement fait que, comme c'est une invariance par rotation, il faut faire intervenir 2 angles A moins B. Il ne faut pas faire intervenir des probabilités avec un seul angle A. Vous voyez? Or, dans les raisonnements de John Bell, il ne peut faire des probabilités qu'avec un seul angle. Alors que si on veut intervenir des trucs invariants par rotation, il faut intervenir des différences entre 2 angles A moins B. Non, mais ce que je voulais vous dire, voilà. Est-ce que vous n'estimez pas quand même que les 2 photons qui interagissent, c'est peut-être pas le mot correct, instantanément entre 2 parce qu'ils ne font qu'un, mais en contradiction avec la relativité? Non, je pense que, comme je dis, je pense qu'il n'y a aucune raison de penser comme ça. Si on admet le fait que la mécanique quantique est celle qu'elle est, elle marche fabuleusement, il n'y a aucune contradiction. Il n'y a pas cette action à distance est pour l'instant une question d'interprétation. Il n'y a rien que vous pouvez mesurer dans le laboratoire qui prouverait qu'il y a une propagation d'une particule plus rapidement que la particule de la lumière. Mais de nouveau, c'est un débat qui sort un peu du cadre ici, parce que, comme je dis, les cordes, pour l'instant, n'ont rien apporté de nouveau sur ce débat. C'est vraiment un débat sur la mécanique quantique, et les théories des cordes n'y ont pas touché, au moins pour l'instant. Bien. Costas Bakas, un grand merci.